Si vous avez aimé la vidéo, pensez à liker. Liker permet d'offrir une meilleure visibilité à la chaîne sur YouTube et de me soutenir. De plus, chaque like que vous réalisez permet de sauver des pangolins. Si vous ne le faites pas pour moi, faites-le pour eux. Bonjour les amis et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à une autre expression populaire, alea jacta est, les dés sont jetés ou le sort en est jeté. Ce qui signifie que la personne s'en remet à la chance, qu'on ne peut plus faire marche arrière. Une expression qui nous renvoie dans l'Antiquité et prononcée par le fameux Jules César au début de l'an 49 lorsque celui-ci franchit avec son armée le Rubicon. Mais... le savais-tu ? Par extension, le mot latin alea signifie jeu de dés, hasard et donnera le nom aléa qui signifie qu'un événement peut devenir imprévisible ou qu'il est soumis à une évolution incertaine. Ce sont là les aléas du destin. C'est beau. Merci. Mais avant de nous lancer dans l'explication de cette expression, il nous faut revenir sur le personnage marquant, Caius Julius César. La famille de César, les Julii ou Iulii, prétendent descendre de Iule, fils d'Énée, lui-même fils de Vénus. Iule, un des ancêtres de Romulus et Rémus, les fondateurs légendaires de Rome. Ah ouais, le mec il pèse dans le game, hein. Oui, et encore, ça c'est que du côté de papa. Puisque du côté de maman, il descend de la famille du général Marius, qui était à une époque le chef du parti populaire en constante opposition avec le Sénat. Caius Marius est aussi connu pour avoir fait de l'armée romaine une armée de métier, en modifiant son organisation et son recrutement. Il a eu une jeunesse mouvementée, puisqu'il a grandi pendant les luttes entre les partisans de Marius et ceux de Sylla. Le premier veut satisfaire les revendications sociales et accorder plus de place aux Italiens et aux provinciaux, et l'autre conserver des privilèges de l'aristocratie et placer le Sénat au cœur de la République. Après, pour faire court, il épouse Cornelia Cinna, la fille d'un allié de Marius, ce qui ne plaît pas bien évidemment à Sylla. Il fuit Rome en s'engageant dans l'armée du préteur Marcus Municius Thermus en Asie vers 80 avant Jésus-Christ. En 79 avant Jésus-Christ, nous avons la mort de Sylla qui permet à Jules de revenir à Rome. Pour la petite anecdote, il est capturé par des pirates ciliciens pendant 38 jours sur l'île de Pharmaconisie. D'ailleurs, il y reviendra avec 4 galères de 500 hommes et les fera tous crucifier. Yep, et tu oublies de dire que les pirates avaient demandé une rançon de 20 talents d'or, et César va leur dire qu'il en vaut au moins 50. Rancunier présomptueux, j'adore ça. De retour à Rome, il va pouvoir commencer son cursus honorum, sa carrière des honneurs. Il va se faire connaître en dénonçant les partisans de Sylla, comme le proconsul le Cneius Cornelius Dolabella, en l'accusant de concussion, c'est-à-dire d'extorsion ou d'abus de pouvoir. À travers ce genre d'action, il gagne l'amour du peuple et rétablit le pouvoir des tribuns de la plèbe. Il est élu questeur en 68 avant Jésus-Christ en Ibérie, il épouse la fille de Sylla pour se rapprocher de Pompée et vote la Lex Gabina, qui offre plus de pouvoir à Pompée, qui est considéré comme le bras armé du Sénat. En 65, il devient édile, en 63, grand pontife, c'est-à-dire chef de la religion romaine, et prêteur. Il enchaîne en 62 et 61 avec le statut de prêteur et de propréteur en Bétique, où il va réaliser plusieurs conquêtes. L'année suivante, il est nommé consul et s'associe avec Gnaeus Pompeius Magnus et Marcus Licinius Crassus, qui est connu comme l'homme le plus riche de l'histoire de Rome. C'est un peu l'oncle Picsou des Romains, quoi. C'est un peu dans l'idée, mais il est aussi connu pour avoir écrasé la révolte de l'esclave Spartacus, et cette association donne le premier triumvirat. D'ailleurs, César va en profiter pour marier sa fille à Pompée, histoire de renforcer un tout petit peu les liens. Au cours de son consulat, plus exactement en 58 avant Jésus-Christ, il se fait nommer proconsul, c'est-à-dire gouverneur de la Gaule romaine, qui comprend la Gaule cisalpine et la Narbonnaise. Il va rester en poste 10 ans, 10 années pendant lesquelles il va réaliser la conquête de la Gaule, voire débarquer en Britannia. Ces réussites vont lui permettre de gagner l'amour et la fidélité de ses soldats, gagner en popularité à Rome et amasser un max d'argent grâce au trésor de guerre qui va lui permettre de financer ses ambitions politiques. Pour en revenir au triumvirat, il est renouvelé en 56 avant Jésus-Christ à Luc, mais s'effrite avec la mort de Crassus en 53 avant Jésus-Christ. En parallèle, la femme de Pompée, la fille de Jules, Julia, meurt en couche. Jules est un poil tendu comme une arbalète en 52 avant Jésus-Christ. Nous avons d'un côté Pompée qui refuse de se marier avec un membre de la famille de César et préfère la fille d'un ultra-conservateur, et de l'autre Vercingétorix qui réussit à réunir toutes les Gaules. On va pas se mentir, c'est la merde. La même année, Jules est victorieux à Alésia et capture Vercingétorix, ce qui signe par extension la fin de toute résistance organisée face à la domination romaine et lui permet d'acquérir un très grand prestige. À Rome, Pompée est jaloux des succès de son ex-beau-père et va jusqu'à s'opposer au renouvellement de son consulat en Gaule et demande au Sénat qu'il soit démis du commandement de ses légions. Le Sénat prend acte et légifère dans ce sens. En 50 avant Jésus-Christ, César propose au Sénat d'aller se gratter et marche à la tête de ses légions, passe les Alpes et marche sur Rome. Il décide alors en 49 avant Jésus-Christ de franchir le Rubicon, qui a une place très importante dans le droit romain. En effet, aucun général n'avait le droit ou l'autorisation de le franchir avec une armée. En 59 avant Jésus-Christ, il sert de frontière entre l'Italie romaine et la province de Gaule cisalpine. La loi protégeait ainsi Rome de certaines menaces intérieures. Ainsi, César prend le risque de ne pas respecter l'ordre du Sénat, de disperser ses hommes et finalement de se transformer en rebelle et ennemi de Rome. Après 3 jours de réflexion, il prononce cette phrase célèbre « Alea jacta est », les dés sont jetés.
Ainsi, le 10 janvier, César franchit le fleuve, ce qui constitue une véritable déclaration de guerre au consul Pompée et au Sénat. La marche sur Rome commence et avec elle son ascension vers le pouvoir suprême que nous connaissons. C'est là-dessus que je vous abandonne et n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et surtout gardez à l'esprit que apprendre c'est bien, mais comprendre c'est mieux.